C'est vrai que les vins de la Loire, y compris quand les jeunes s'installent dans le métier, c'est souvent dans la Loire parce que ça reste une région où les terres ne sont pas si chères et surtout, c'est-à-dire qu'elle commence en Auvergne, elle se finit jusqu'à Nantes. Comment les vins de Loire parviennent-ils à séduire de plus en plus de jeunes consommateurs ? Bonjour, je suis Zoé Blutel, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce nouvel épisode L'Heure de Loire, le podcast des vins de Loire. Ici, nous prenons le temps de voyager à travers les tendances de consommation et d'achat de vins de Loire. L'idée, à travers chaque épisode, explorer une nouvelle facette de la pluralité de ces vins en vous faisant profiter des points de vue de différents professionnels mais aussi de résultats d'études menées en France. Alors sans plus tarder, mettons les voiles vers notre sujet du jour, les vins de Loire et les jeunes, le vent du succès. Pour voguer au fil des attentes des générations Y et Z, je reçois aujourd'hui à mon micro Alexis Transo, directeur marketing et communication au sein d'Interloire. Bonjour Alexis. Bonjour Zoé, ravi de vous retrouver. Alors j'ai également le plaisir de recevoir Émile Caudens, jeune vigneron tourangeau à l'enthousiasme contagieux qui affole depuis quelques années les réseaux sociaux en démocratisant la culture du vin. Au total, rappelons en effet que plus de 530 000 abonnés suivent chaque jour vos vidéos courtes et ludiques sur TikTok dans lesquelles vous revisitez volontiers les codes de la filière. Les inconditionnels du format papier ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent quant à eux dévorer votre guide décomplexé. Le vin, ça se partage. Paru en 2021 aux éditions des Équateurs. Bienvenue Émile. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour à vous deux. Alors pour ouvrir cet épisode, je vous propose de préciser d'abord un élément important de notre thématique du jour. Alexis, on commence avec vous. Qui sont exactement ceux qu'on appelle les jeunes consommateurs de vin ? Alors oui, qui sont les jeunes ? Très bonne question parce que, évidemment, il ne s'agit pas de vexer certaines personnes. Donc pour cet épisode, on va s'accrocher aux études statistiques. Et dans les études statistiques, les jeunes consommateurs de vin sont ceux qui ont entre 18 et 34 ans. Et plus précisément, dans cette tranche d'âge, 18-34 ans, qui est assez large, on peut distinguer deux générations. La génération Y, qui regroupe des personnes nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. On les appelle souvent les millennials. Et la génération Z, d'autre part, aussi appelée Gen Z, qui désigne des personnes nées entre le milieu des années 90 et le début des années 2010. Au-delà de l'âge, pour mieux connaître les jeunes consommateurs de vin, en France, il faut avoir en tête que 60% sont des femmes. C'est intéressant à retenir car, rappelez-vous, en France, il y a quasiment autant de femmes et d'hommes qui consomment du vin. Donc, une surreprésentation des femmes chez les jeunes consommateurs de vin. Et c'est encore plus vrai chez les 24-34 ans, où 2 consommateurs sur 3 sont des femmes. Ça, c'est pour leurs âges et leur représentation. Après, en ce qui concerne leur mode de vie, pour leur mode de vie, ces jeunes sont majoritairement urbains. Un quart d'entre eux résident en région parisienne. Et pour continuer de bien brosser un portrait assez précis, il faut souligner que dans ces 2 grandes catégories de jeunes, il y a donc les 18-24 ans. Eux ont des revenus plutôt faibles, car ce sont des jeunes adultes, souvent encore en études, qui parfois même habitent chez leurs parents. Alors que du côté des 25-34 ans, eux possèdent des revenus moyens ou élevés et sont des actifs au quotidien. Alors quel est le rapport à l'alcool de ces jeunes consommateurs ? Eh bien, le rapport à l'alcool est clairement différent. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler tous ensemble. Parce que par rapport à leurs aînés, la consommation à domicile est très différente. Les jeunes achètent 2 fois moins de boissons alcoolisées que les plus de 50 ans. Et quand ils achètent des boissons alcoolisées, c'est de la bière, principalement. Et hors domicile, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que toujours, la consommation de la bière augmente, notamment depuis 2014. Pour illustrer cela, il faut savoir que lorsqu'un jeune consomme une boisson alcoolisée à l'extérieur, hors de son domicile, près d'1 fois sur 2, c'est de la bière, alors que 1 fois sur 4, c'est du vin. Alors, puisque vous mentionnez le vin par rapport à la bière, est-ce que vous pourriez en dire plus sur le rapport qu'entretiennent les jeunes par rapport au vin ? Alors, le rapport est assez complexe et puis attention à ne pas faire non plus trop de grandes généralités, mais ce qu'on sait quand on écoute les jeunes, en tout cas la moitié des moins de 35 ans le disent, tout d'abord ils préfèrent d'autres boissons au vin, c'est un fait. Pourquoi ? Ils disent ne pas comprendre grand-chose au vin, et peut-être que
C'est pour ça que Émile est là et a autant de succès. C'est avec cette approche aussi ludique et renouvelée. Et donc, ça se traduit par une perte de compréhension devant le rayon vin. Voilà, ces affirmations que l'on entend chez au moins la moitié des moins de 35 ans, on peut là encore les distinguer avec génération Y et génération Z. Ce qui est le plus interpellant, c'est que la Gen Z, elle ne se sent pas proche du vin, pas du tout. Elle l'associe à ses parents, voire à ses grands-parents. Donc le vin a tendance à arriver de plus en plus tard dans leur vie, voire ne pas arriver du tout. Et ça, c'est une étude notamment récente de Vin et Société qui l'a mis en avant. C'est un véritable enjeu pour la culture du vin en France. Alors Émile, vous faites justement partie de la Gen Z, de votre propre expérience au quotidien. Est-ce que vous remarquez ce désintérêt du vin quand vous échangez avec les gens de votre génération? Et puis comment est-ce que vous percevez la place de l'alcool parmi ces jeunes consommateurs? Alors c'est sûr que quand on fait une comparaison avec les anciennes générations et celles d'aujourd'hui, l'alcool est moins présent. On va dire qu'il est moins mis en évidence dans la famille ou moins mis en évidence quand les gens de mon âge sortent aussi. De là à dire que les jeunes se désintéressent, je suis pas certain que ce soit vraiment le bon terme parce qu'on va dire que les générations précédentes, pour moi, avaient un rapport à l'alcool plus quotidien, plus présent, plus accessible. Et là, de fil en aiguille, de génération en génération, cette façon de vivre disparaît au fur et à mesure. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, moi y compris, le vin, l'alcool en général, ne fait pas partie des mœurs ou du quotidien tous les jours. Et on ne porte pas forcément d'intérêt aux choses qui nous semblent pas nécessaires pour nos âges. Surtout qu'on a une génération maintenant qui commence à regarder davantage ce qu'on consomme, à essayer de chercher d'où ça vient, comment c'est fait. Et surtout que maintenant, on voit que beaucoup de producteurs de vin changent leur façon de faire. Ça va aussi de mieux en mieux pour aller dans le sens des nouveaux consommateurs. Et on voit du coup que les jeunes sont du coup le nouveau moteur d'achat pour les vignerons, mais consomment toujours des choses qui leur correspondent, soit avec leur pouvoir d'achat. Donc souvent la bière est moins chère que le vin. C'est pour ça que souvent que la bière est peut-être mise en évidence. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que il n'y a pas forcément moins d'intérêt que certains jeunes d'avant, mais c'est juste qu'il y a moins d'accès ou moins d'envie aussi d'alcool ou de vin par rapport à leur quotidien. Alexis, comment le rapport des jeunes au vin impacte-t-il leur consommation? Eh bien, Émile a bien planté le cadre. C'est moins quotidien, le vin. Voilà, aussi, on peut noter des évolutions d'une société, comme on le disait, plus urbaine que rurale. Voilà, on vit plus longtemps chez ses parents. Donc, voilà, ça modifie l'accessibilité et l'intérêt au quotidien. On peut aussi remarquer que, quand on s'accroche aux études statistiques, le vin est la 3e boisson alcoolisée consommée par les moins de 35 ans à domicile, derrière la bière et les spiritueux comme le rhum, la vodka, le gin ou le whisky. Et donc, voilà, ça c'est la place du vin et c'est l'impact de cette nouvelle culture qui a été évoquée là juste avant. Et parmi ceux qui boivent du vin à domicile, la majorité des jeunes en boivent de façon hebdomadaire. En tout cas, c'était le cas jusqu'en 2017. Et là, depuis quelques années, on observe que ça a tendance à devenir plutôt occasionnel qu'hebdomadaire. Donc voilà, de manière logique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les moins de 35 ans achètent 3 fois moins de vin que la moyenne des consommateurs en France pour leur dégustation à domicile. Et alors, est-ce que les vins de Loire sont impactés par ce désintérêt? Eh bien, là, on a une réponse mitigée, puisque concernant les jeunes, je dirais non. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les vins de Loire arrivent à tirer leur épingle du jeu. En effet, la Loire est la 2e région en AOP, la plus achetée par les jeunes pour une consommation à domicile. Donc ça, c'est, je vois, et je suis d'accord avec Émile, un point hyper positif. Alors, dans un contexte, on l'a dit, où le vin est de moins en moins consommé, mais voilà, les jeunes et les vins de Loire, c'est une histoire durable. Et par rapport à cette histoire durable, il faut savoir que les AOP Muscadet, Cabernet d'Anjou, Chinon ou Anjou sont celles qui sont les plus connues par les jeunes. Émile, vous travaillez justement au quotidien dans la Loire, c'est pour ça que vous vous réjouissiez. Est-ce que vous avez remarqué cet intérêt croissant de la part des jeunes pour les vins de la région ? Oui,
Et c'est une petite fierté parce que voilà, j'ai toujours travaillé dans la Loire. J'ai fait des stages dans d'autres régions de France et j'ai pu connaître différentes façons de travailler ou même de consommer ces vins-là. Mais la Loire reste ma région favorite. C'est ma région où je rêverais de m'installer. Parce qu'on m'appelle vigneron, mais je suis plus un vigneron qui souhaite le devenir en réalité. Parce que je suis encore en apprentissage, on va dire que je travaille dans des domaines. Et c'est vrai que les vins de Loire restent assez accessibles globalement pour tout le monde, j'aimerais dire. En fait, peut-être qu'à l'époque, les vins moins chers, faciles à boire, étaient peut-être moins bien vus que les vins assez riches, costauds et qui se gardent longtemps. Aujourd'hui, cette tendance s'est un peu inversée, où la jeunesse consomme plutôt des vins justement assez accessibles, faciles à boire, moins chers. Et le fait de garder du vin une quinzaine d'années dans sa cave n'est plus une façon de faire aussi, parce qu'on n'a pas tous une cave maintenant, et que c'était vraiment réservé aux grands-parents. Moi, j'ai hérité de la cave de mon grand-père. Hein. Voilà, je me suis fait une cave parce que c'est mon métier, mais sinon, c'est pas facile de s'en procurer. Et c'est vrai que les vins de la Loire, y compris quand les jeunes s'installent dans le métier, c'est souvent dans la Loire parce que ça reste une région où les terres ne sont pas si chères et surtout, la Loire, elle est longue. C'est-à-dire qu'elle commence en Auvergne, elle se finit jusqu'à Nantes. Donc, il y a vraiment de la place, un panel large de vins. On peut retrouver donc, comme on a dit, les appellations comme Sancerre, Chinon qui sont assez réputées et d'autres qui ont encore un prisme énorme et qui surtout sont hyper accessibles pour la jeunesse parce que les vins sont très bons. Certains se gardent, d'autres non. Ils sont là pour être bu et satisfaits par beaucoup de gens. Alexis, pour en revenir au rapport global des jeunes au vin, vous avez indiqué tout à l'heure qu'ils s'en sentent moins proches que leurs aînés. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de leurs attentes vis-à-vis du vin ? Est-ce qu'elles sont là aussi différentes de celles des autres générations ? Les jeunes ont une approche différente par rapport aux anciennes générations. Quand on s'intéresse à cette question, là encore, attention à pas faire de généralité parce que la vérité est toujours plus complexe et subtile. Néanmoins, ce qu'on note, c'est que les jeunes associent au vin des vertus relaxantes, rafraîchissantes. Ça, c'est quelque chose d'assez distinctif par rapport à leurs aînés. Et puis, pour bien comprendre ces attentes et ces vertus espérées en dégustant du vin, on peut distinguer encore une fois génération Y et génération Z. Les millennials, pour la moitié de ces consommateurs qui ont entre 18 et 24 ans, n'apprécient pas beaucoup le goût du vin. Et je pense qu'on le sait tous et on a tous fait l'expérience, par exemple, avec le café. La première fois qu'on boit un café, c'est certainement pas un ristretto très serré, très corsé. On commence plutôt par un cappuccino ou un café au lait. Pour le vin, c'est pareil. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit qu'à partir de 25 ans, le jugement, l'appréhension du vin évolue. Et que, en ce qui concerne les 25-34 ans, la majorité d'entre eux associent le vin à une notion de plaisir, de décontraction, voire même de bien-être. Et bien évidemment, ils continuent de penser que le vin est une boisson désaltérante. Alors, ces attentes creusent l'écart avec celles des consommateurs plus âgés. Émile, compte tenu de ces premiers enseignements, comment est-ce qu'on peut parler efficacement, selon vous, à la jeune génération et c'est quoi les messages clés à leur faire passer ? Tout est dans le discours, hein, c'est dans la façon de parler. Pour revenir à ce que tu viens de dire aussi, c'est très intéressant. J'ai pu discuter avec des vignerons qui étaient dans le Jura, par exemple, et qui, eux, produisent des vins assez compliqués pour la jeunesse aussi. Nous, on a cette chance d'avoir dans notre région des vins plutôt fruités, plutôt agréables et du coup rafraîchissants. En fait, il m'a expliqué quelque chose qui était assez cool à retenir, je trouve. C'est en fait, quand on est petit, dans le ventre de sa maman, en fait, on est entouré de sucre, beaucoup de sucre. En fait, quand on naît et quand on grandit, le sucre, c'est quelque chose d'appâtant, de satisfaisant. Et ce sont certains vins qui sont sucrés, qui sont consommés en premier quand on connaît pas vraiment le vin, parce que c'est quelque chose d'appétant. À l'inverse, le vin a souvent des vertus, a souvent des propriétés acides, amères, comme dans le café. Et la première chose qu'on ressent quand on est petit, qui est amère et acide, c'est quand on vomit ou quand c'est la bile. Donc en fait, on associe ces deux sensations à quelque chose de négatif. Et c'est compliqué en fait d'apprendre les choses qui paraissent négatives à une jeunesse qui justement pensait ça au départ. Et en fait, c'était très intéressant de se dire que le discours fait changer les choses et l'apprentissage. Donc quand on a commencé à goûter du vin pour la première fois, on a souvent commencé par des vins sucrés pour ensuite atterrir dans les vins un peu plus secs ou autres. Et aussi, c'est quand on veut parler justement de ça ou quand on veut, il faut pas négliger les premières choses qu'on consomme aussi.
Quand on est jeune, souvent on est critiqué sur ce qu'on a pu consommer auparavant ou ce qu'on boit. Voilà, le verre de vin blanc en terrasse à Paris, souvent c'est pas le meilleur vin blanc du monde, mais on a un peu parfois un peu honte de dire qu'on a bu un chardonnay. On sait même plus c'est quoi la région, mais j'ai bu un chardonnay parce que c'est le verre de vin blanc qu'on boit en terrasse à Paris. Et moi je trouve ça plutôt cool d'avoir eu déjà ce premier réflexe de boire un verre de chardonnay en terrasse. Et après on va en goûter un autre dans une terrasse différente. Et il va pas être pareil, hein. Il va être un peu plus sucré ou moins sucré, moins bon, plus amer. On va dire celui-là je l'ai moins aimé. Et après le discours c'est d'essayer de faire comprendre pourquoi t'as moins aimé ou t'as plus aimé. Et c'est là où moi quand je parle avec des gens qui justement connaissent moins le vin, je leur dis il faut pas essayer de trouver une formule chimique dans sa tête pour essayer de comprendre le vin. Non, c'est tu aimes pas, point. Après tu regoutes du vin dans une autre occasion, pas forcément le lendemain, mais tu goûtes du vin quand t'as envie. Et t'essaies de te refaire la même réflexion, t'aimes ou t'aimes pas. Et maintenant, t'essaies de dire pourquoi t'as préféré celui-là à l'autre. Et tu vas essayer de revenir de l'autre était plus acide, plus amer, ou lui, je le trouve plus sucré. Lui, c'est marrant parce que c'est le deuxième vin de Loire que je trouve très fruité. Et après, on essaie de voir, mais c'est marrant, c'est 2 fois Sancerre. Et en fait, c'est comme ça on apprend tout doucement et il faut pas arriver en disant, si on veut vendre du vin aux jeunes, il faut qu'ils savent tout maintenant, tout de suite, et il faut qu'ils consomment ce genre de vin-là. Non, c'est un processus qui est long, mais qui est minutieux et qui est décidé par la personne aussi. C'est dur d'imposer les choses aussi. Les messages clés, ils dépendent un peu de la situation. C'est surtout ne pas faire peur. Je sais pas si c'est vraiment un message, mais en gros, c'est montrer à la jeune génération que le monde du vin est ouvert et pas fermé, qui n'est pas réservé qu'à ceux qui s'y connaissent ou qu'à ceux qui le produisent. Parce que si on vendrait du vin qu'à ceux qui connaissent le métier, on vendrait pas beaucoup de vin sur Terre. Il faut savoir que le vin est vendu à ceux qui connaissent pas grand-chose non plus. Et donc, en gros, les messages qu'on pourrait leur donner, c'est le monde est ouvert. Venez avec vos registres, vos savoir-faire, votre antécédent, et venir simplement. Sauf qu'après, c'est sûr que ça a un budget aussi, le vin, et il faut leur dire aussi que tous les vins bons ne sont pas forcément chers aussi. Notre région en fait bien partie. On a des super vins qui sont à moins de 10 euros, même parfois qui sont autour de 5 euros. Et voilà, c'est juste montrer que le vin n'est pas forcément un produit qui est cher et qui est destiné à une élite ou qui est destiné à des gens qui s'y connaissent fortement. Il y a des messages à donner, c'est plutôt cela. Voilà. Et alors, maintenant qu'on a ces messages, comment est-ce qu'on les fait passer à la génération TikTok ? Est-ce que les réseaux sociaux vont être le seul canal pertinent ou on peut penser que d'autres médias plus traditionnels comme la presse, la télévision ou encore la radio peuvent réussir quand même à les intéresser ? Je pense que tous les canaux sont bons, hein, y compris, donc, comme vous l'avez dit, la télévision, la radio, les podcasts, les dégustations faites en salon, parce qu'il y a beaucoup de salons, surtout à Paris, qui sont faits et ouverts à la jeunesse et qui parfois se passent super bien et on voit beaucoup de jeunes intéressés. Et après, c'est sûr que les réseaux sociaux facilitent les choses. Il n'y avait pas ça avant. Pourtant, on consommait plus de vin. Mais ça, c'est sûr que c'est un canal qui fonctionne bien. J'en suis un peu la preuve, mais on va dire que pour que moi, ça fonctionne, on va dire que les réseaux sociaux sont pas tous pareils. Et la beauté qu'a eu TikTok à ce moment-là, c'est que c'est un contenu que les gens regardent sur leur téléphone constamment et tombent sur une vidéo aléatoirement à chaque fois. Et à un moment, aléatoirement, ils vont tomber sur quelqu'un avec une doudoune sans manche et qui va leur dire « Lyon, tu sais ce que c'est les sulfites dans le vin ? Attends, je vais t'expliquer ça. » Et peut-être que cette personne-là s'est jamais dit « Tiens, je vais aller voir sur Google, qu'est-ce que les sulfites et à quoi ça sert ?» Et en fait, l'information lui tombe dans les mains et après, il en fait ce qu'il veut. Hein. Soit il jette la vidéo, soit il continue, soit il la regarde en entier. Et si ça l'intéresse, il peut peut-être aller voir un peu ce que je fais après. Et en gros, c'est ça qui est bien avec certains réseaux sociaux, c'est que l'information te vient sans que tu aies forcément cherché à l'avoir. Pour moi, je trouve que c'est un moyen qui est cool de passer des messages sans que les gens viennent le chercher, en gros. Et TikTok est un bon message pour moi, justement. Alexis, dans leurs attentes vis-à-vis du vin, est-ce qu'il existe d'autres points clés qui vont distinguer les jeunes par rapport aux autres générations ? Oui, il en existe quelques-uns. Comme le soulignait à l'instant Émile, cette notion de partage, de découverte, c'était le titre du livre. Mais voilà, vraiment, le vin, c'est quelque chose qui se partage et les jeunes aiment ça. Les jeunes sont avides d'histoire et cet esprit de découverte, on le retrouve vraiment chez les jeunes puisque, par exemple, au-delà de savoir qui fait le vin, comment est fait le vin, dans quelle région et pourquoi tel ou tel goût, telle ou telle typicité plus ou moins sucrée. On voit que les jeunes
aiment essayer de façon régulière différents vins, surtout les 25-35. Ça, c'est vraiment un fait générationnel extrêmement différent parce que faut savoir que pour les plus de 65 ans, la moitié d'entre eux boivent uniquement les vins qu'ils connaissent. Alors qu'à l'opposé, chez les moins de 35 ans, seulement 1 jeune sur 6 boit uniquement les vins qu'il connaît. Émile, dans votre métier de vigneron et dans les interactions que vous avez avec votre communauté sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez remarqué cette soif de découverte des jeunes? Et puis quel type de vin ou quelle manière de consommer va les attirer plus particulièrement? Ouais, on voit réellement, y compris moi, j'en fais partie aussi du coup, parce que je fais partie de cette fameuse génération Z. Et oui, on voit qu'on a une consommation différente et qui va dans le sens, dans le bon sens aussi. Moi, je sais que voilà, je travaille dans un domaine différent depuis quelques temps, où j'ai connu donc un domaine pendant 6 ans et j'ai vu comment ça fonctionnait, comment on travaillait là-bas. Et j'ai voulu voir aussi ailleurs comment on faisait. Et aujourd'hui, je suis dans un domaine qui est en biodynamie et qui produisent des vins, on va dire, plus consommés par les jeunes, parce que c'est vraiment quelque chose qui parle aux gens, le bio, la biodynamie, le retour aux sources, à la nature, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Et moi, j'en consomme de plus en plus. Je suis pas fermé du tout à tout ce qui va autour, mais on voit que la consommation, on va dire, de mes amis, de ma copine aussi, va plus dans ces styles de vin-là. Et parce qu'on est plus dans un univers, on va dire, où on fait attention à soi aussi. On prend soin de soi et on essaie de faire attention à plein de choses. Et le vin reste malgré tout de l'alcool aussi, il faut pas l'oublier, mais ça reste quand même un produit différent d'autres produits. Pour moi, ça devient presque. Moi, quand je bois un vin, c'est magique, c'est parce que c'est quelque chose qui me transporte, parce que c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, le vin. Pour certains, c'est juste un bon moment. Et le bon moment, il passe aussi par ce que tu as choisi. Et quand tu as mal choisi un vin et que tu t'aimes pas, tu passes un très mauvais moment. Aussi, il faut pas l'oublier, ça. Parce qu'on a beaucoup passé de mauvais moments avec un vin aussi, hein, faut le dire. Hein. Et souvent, quand on a des envies maintenant qui penchent vers le mieux fait, souvent on paye un peu plus cher parfois et on consomme plus bio, on va dire. Et alors, selon vous, comment est-ce que les vins de Loire peuvent profiter de cette quête de découverte et puis quels atouts est-ce qu'il faut mettre en avant auprès des jeunes consommateurs? Ils en profitent déjà, je pense aussi. Oui, c'est vrai. Je trouve que les vins de Loire, on a le vent en poupe. Hein. Voilà, si je peux dire ça, c'est que contrairement à d'autres régions, on a la chance d'avoir, comme j'ai dit, un prisme énorme en termes de vin, de façon de faire quand t'es client, quand t'es quelqu'un qui cherche un vin, le Val-de-Loire t'offre un panel large, énorme. L'atout, c'est dire que le Val-de-Loire, c'est une région qui est ouverte à la jeunesse, y compris pour les installations, pour la consommation, pour l'habitation. Parce que je trouve que c'est vraiment une région de jeunes qui a le vent en poupe. Voilà, c'est vraiment, moi je le ressens comme ça, c'est pour ça que j'ai pas envie du tout de la quitter, cette région aussi. C'est même, j'ai un rêve de m'installer et ça sera sûrement dans la Loire, hein, peu importe où, mais parce que il y a ce dynamisme de jeunesse qui est vachement implanté dans cette région, qui est même très longue. Hein. Mais c'est ça les atouts de la Loire, c'est montrer que les jeunes et la Loire, c'est vraiment presque devenu normal, quoi. Pour moi, j'associe vraiment la jeunesse à la Loire, dans toutes les régions de France. Alexis, Émile nous en parlait un peu. Le bio occupe-t-il vraiment une place importante chez les jeunes consommateurs de vin? Alors oui, le bio, comme l'a déjà précisé Émile, a une importance forte. Au moment de l'achat de vin, on voit que les jeunes sont vraiment influencés par les logos environnementaux, en tout cas plus que la moyenne. Un jeune sur 2 connaît le logo agriculture biologique. Ce logo est le plus crédible pour eux. C'est un logo, comme le disait Émile, qui porte une notion de respect de l'environnement, de développement durable, de santé, de qualité, de quelque chose qui est bon pour soi. Et il faut savoir aussi que les 18-24 ans sont ceux qui connaissent le mieux les autres logos vegan, biocohérence, agri-confiance. Donc Émile, vous nous l'avez dit, le bio intéresse votre communauté. Quelles sont les facettes qui vous semblent les plus intéressantes à mettre en avant auprès d'eux sur ce sujet? Alors il faut surtout pas mentir sur plein de choses. Il faut montrer tout ce qui est fait. En tout cas, moi, c'est ce que je fais sur mes réseaux sociaux, c'est que je fais pas une publicité du bio ou de la biodynamie.
je montre tout ce qu'il y a avec leurs avantages, leurs inconvénients, et après je laisse le choix à tout le monde de consommer ce qu'il a envie de consommer. Voilà, moi j'ai des façons de consommer qui est différente de beaucoup, et je suis pas encore moi non plus vigneron, donc je sais pas ce que c'est d'être vigneron en bio, donc je connais pas les souffrances, tout ce qui engendre d'être vigneron en bio. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie non plus de dire à tout le monde la meilleure consommation du vin c'est le bio, parce que elle est pas vraie, elle est pas justifiée non plus. Voilà, je suis personne pour dire que c'est la vérité ou pas. Mais en tout cas, j'énonce tout, en tout cas. J'essaye de pas mentir sur les choses et de dire la vérité sur tout, et chacun fait son avis. Alexis, si on regarde maintenant du côté des occasions de consommation des jeunes, est-ce qu'il y a des spécificités à relever ? Alors, sur les occasions et puis sur ce qui est important pour les jeunes, oui. Après, sur les occasions en tant que telles, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes dégustent plus souvent du vin au restaurant, dans les cafés, dans les bars, que leurs aînés. Et ça, quel que soit le moment de la journée. Apéritif, verre en fin de journée, terrasse à Paris, à l'occasion d'un repas. Voilà, ça, dans la consommation hors domicile, les jeunes dépensent en moyenne même 20% de plus que les autres consommateurs. Par contre, comme on l'a évoqué précédemment, les jeunes consomment très peu de vin à domicile, au cours des repas sans invités, quasiment jamais, et avec des invités, un peu plus. Donc, là encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les moins de 35 ans, la consommation du vin, c'est égal à des moments sociaux ou des moments conviviaux. Donc ouais, les jeunes associent plus le vin à des instants de convivialité. Est-ce qu'ils ont des couleurs de prédilection parmi les différentes familles de vins qui existent ? Oui, là, c'est le blanc. En France, c'est vraiment le blanc qui a le vent en poupe auprès des jeunes et qui, année après année, gagne en part de marché. C'est d'ailleurs la deuxième couleur la plus consommée par les jeunes. Chez les 25-34 ans, ils sont très présents dans les consommateurs de vin blanc. Et pourquoi ? Parce qu'ils apprécient la fraîcheur, le fruit dont on parlait tout à l'heure, voire la douceur. Et ce qui est très pertinent et pour notre région, Émile le disait, les vins de Loire ont le vent en poupe, et les vins de Loire sont principalement une région avec des vins blancs. Donc pour ça, c'est vraiment une véritable opportunité pour les vins de Loire pour séduire de nouveaux consommateurs. C'est grâce aux vins blancs que la Loire recrute le plus et séduit le plus d'amateurs de vin aujourd'hui. Émile, quelles sont selon vous les forces des Blancs de Loire pour plaire aux jeunes, et qu'est-ce qu'ils doivent continuer à cultiver pour poursuivre cette progression ? Le chenin. Non, c'est quand même une grosse force de la Loire. Faut pas le négliger. Le chenin, qui est mon cépage préféré, et le cépage préféré de beaucoup. Et voilà, c'est un super cépage, une grosse variété de raisins qui a la possibilité de faire des vins blancs secs, des vins blancs demi-secs, des vins blancs sucrés, des super sucres en plus, et de très belles bulles. Donc on a cette force-là en Loire, d'avoir ce cépage-là qui est multitâche et qui est extraordinaire. Donc en fait, moi je pense que la Loire devrait continuer sur cette lancée-là, continuer à produire du chenin qui facilite les jeunes, beaucoup aussi à la consommation, parce que le chenin, voilà, a des vertus très minérales, très 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 sèches, très très vives. Le chenin ouvre la porte à beaucoup de vins. On a aussi une région avec des cépages plus fruités, mais qui sont assez réputés dans d'autres régions également. Mais la Loire doit continuer à faire des rouges aussi, comme ils l'ont toujours fait. C'est une tendance actuelle où on voit que, je sais plus exactement les chiffres, mais on a entendu parler de 40% de moins de rouges vendus en France. Donc forcément, quand on a des régions comme Chinon, Bourgueil, voilà, ils sont un peu touchés par ça, énormément touchés. On voit que beaucoup de régions qui font du rouge passent au blanc également. C'est-à-dire qu'on fait même des blancs de noir, c'est-à-dire qu'on fait des vins blancs à partir de raisins rouges pour essayer de justement vendre ces vins. Je pense que c'est des tendances qui vont parfois changer, comme on a vu l'explosion du rosé à un moment donné aussi. Voilà, et je trouve que du coup, on a cette chance en Loire d'avoir un panel large, comme je l'ai dit plusieurs fois, où on a du rouge, rosé, blanc, pétillant, certains vins orange maintenant aussi. Et c'est cette force-là, et il devrait continuer à aller dans le sens de la consommation, parce que si on va en contresens, on va faire faillite. Mais en tout cas, il faut continuer à faire ce qu'on sait faire en Loire, c'est-à-dire des super vins blancs, des super vins rouges, des super vins rosés, des super bulles, et garder cette vivacité, cette fraîcheur dans cette région. Et Alexis, donc justement, quel est le rapport des jeunes aux autres couleurs de vin ? Vous avez parlé du blanc, quel est le rapport avec les autres couleurs ?
Tout a été dit. Non, juste peut-être rajouter que oui, on l'a dit aussi dans un épisode précédent, la consommation des vins rouges décline en France sur toutes les tranches d'âge, donc sur les jeunes aussi, même si pour les vins rouges de Loire, il y a un intérêt chez les moins de 35 ans, notamment avec cet aspect fruité, cette fraîcheur. Et concernant les rosés, il y a des opportunités auprès des jeunes. Pourquoi ? Parce que, Émile le mentionnait, cette notion du sucre, qui est plus facile pour découvrir quelque chose quand on est jeune par rapport à sa petite enfance. Et les rosés de Loire ont cet avantage d'avoir des rosés qu'on dit tendres, un peu plus sucrés, ou des rosés secs, de pouvoir proposer les deux. Ça, c'est aussi une grande force. Et c'est pour ça que ce qu'on observe, c'est que les vins rosés de Loire disposent de la plus importante clientèle de jeunes consommateurs qui consacrent pour des rosés de Loire un niveau important de dépenses. Voilà, il y a aussi par rapport à la question de l'accessibilité, on a des rosés de Loire qui sont bien positionnés, comme le mentionnait tout à l'heure Émile, sur une accessibilité, une simplicité, et ça c'est très important. Et alors pour les vins effervescents ? Alors les vins effervescents, oui, on a des super bulles, je ne vais pas y revenir dessus, et la preuve en est, puisque on voit que pour les jeunes, ils dégustent par rapport à leurs aînés plus régulièrement des vins effervescents. Alors vin effervescent, moi quand j'ai découvert ce terme qui ne vient pas spécifiquement de ce monde, je pensais à un cachet aspirine, donc je pense qu'on devra plutôt parler de bulles, de pétillant, qui est un peu plus joli. Vin effervescent, c'est le terme technique, mais là aussi, je pense que ça fait partie des enjeux de l'ensemble des domaines et maisons, d'avoir des langages qui ne soient pas qu'un langage technique, mais qui soient aussi un langage simple, attrayant, moins complexe ou moins élitiste. Et ce qu'on voit sur ces fines bulles, donc en France, selon une étude de Wine Intelligence, c'est que les moins de 35 ans consomment des fines bulles presque 2 fois par mois. Ça, c'était en 2024. Alors, pour comparer, la génération plus âgée des boomers, eux, n'en consomment qu'une fois par mois en moyenne. Donc, les jeunes sont aussi vis-à-vis des bulles, les consommateurs plus réguliers de bulles demi-secs ou de bulles rosées. Et là aussi, c'est un des atouts de notre région de proposer cette pluralité de bulles, que ce soit pas simplement des bulles d'un seul style. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit pour des fêtes, pour des apéritifs, des instants du quotidien, les jeunes se tournent vraiment vers les fines bulles. Et pour cela, ils peuvent vraiment associer plus facilement les bulles, même tout au long du repas. Ils associent les bulles aux cadeaux ou encore, on parlait d'instants festifs, assez facilement dans les cocktails. Voilà, c'est une tendance qui est une façon aussi de s'initier au vin. C'est vrai que ça peut paraître parfois surprenant, mais que je reprends l'exemple du café, on commence par mettre un peu de lait ou un peu de crème dans un café avant d'apprécier un ristretto bien serré. Parfois pour le vin, le cocktail est aussi une façon de découvrir et de s'initier. Voilà, donc pour les vins de Loire, c'est une très belle opportunité, d'autant que ce qu'on sait après quelques enquêtes, c'est que les moins de 35 ans estiment que les fines bulles de Loire sont très bien positionnées en matière de qualité, notamment le Saumur, le Vouvray, le Touraine et bien évidemment le Crémant de Loire. Alors les vins de Loire disposent donc de beaux atouts pour séduire les jeunes, quelle que soit leur couleur. Notre découverte des jeunes consommateurs de vin touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de nous arrêter un instant sur les habitudes d'achat des jeunes. Alexis, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, pour les habitudes d'achat des jeunes, plusieurs moments, plusieurs lieux d'achat. Donc, comme la plupart des consommateurs de vin en France, les jeunes achètent leur vin dans les hypermarchés ou supermarchés. Mais par contre, ils sont surreprésentés dans les achats de vin en ligne. En effet, la moitié des moins de 35 ans a déjà acheté du vin sur Internet. C'est vraiment une nouvelle façon de s'approprier des vins. Ça répond peut-être aussi au fait, comme le disait Émile, c'est que on a moins en moins de caves parce que on vit plus dans des appartements et on n'a pas forcément la capacité de stockage. Et ce que permet Internet avec des achats plus rapides ou des allocations, c'est une nouvelle façon d'avoir une cave finalement. Les jeunes sont assez représentés, voire même surreprésentés dans les circuits de proximité tels que les épiceries, les marchés ou les supérettes et dans les magasins bio.
4 jeunes sur 10 se rendent régulièrement chez les cavistes. Voilà, côté prix, voilà, évidemment, on l'a dit, les jeunes sont plus sensibles à ce facteur que les autres consommateurs. Et enfin, concernant les formats, ça c'est intéressant, les jeunes achètent en proportion plus de bouteilles et de petits formats, c'est-à-dire moins de 75 centilitres, que les autres consommateurs. Et comme ce sont eux qui achètent des bouteilles ou des petits formats, évidemment, ils achètent peu de bibes, que ce soit de 3 litres ou de 5 litres. Et ce qu'il faut savoir concernant l'achat de bouteilles, c'est que les jeunes sont assez ouverts par rapport à la question du bouchon. Voilà, bouchon liège, bouchon synthétique, ça c'est quelque chose qui est moins clivant chez les jeunes que chez leurs aînés. Aussi, c'est le design des bouteilles. Voilà, la moitié des jeunes qui sont interrogés disent porter une vraie attention au design des bouteilles. Émile, pour compléter cet état des lieux, quel canal de distribution vous semble être particulièrement décisif pour toucher les jeunes à l'avenir ? On va dire que l'accessibilité, le plus simple, ça reste pour moi le caviste à côté de chez soi. C'est vraiment la façon la plus simple pour moi de se procurer du vin, surtout que voilà, il y a beaucoup plus de cavistes qu'avant. Puis voilà, moi j'habite à Angers maintenant et je vois que des cavistes, ça court les rues. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il faut pas s'arrêter au premier qui est le plus proche de chez soi non plus parce qu'il y a tellement de cavistes différents avec tellement de propositions. Et maintenant, les cavistes ont compris que tout le monde n'a pas un gros budget et on peut retrouver beaucoup de vins à plusieurs prix pour s'adapter à tous les portefeuilles. Et c'est une chose qui a changé, je trouve. Quand on allait chez les cavistes avant, moi quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai que 27 ans, mais quand j'ai commencé à acheter mes premières bouteilles chez le caviste, je me rappelais de si t'avais un billet de 10, tu pouvais plutôt aller au supermarché, voilà. Et moi par exemple, je n'achète pas de vin au supermarché, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, mais quand j'y vais, parfois par curiosité, je vais jeter un œil dans les rayons vin et je vois qu'ils sont pleins de gens, y compris des jeunes qui sont là, la main sur le menton, en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter. Un coup en haut, un coup en bas, un coup au milieu. Voilà, ils sont assez perdus. Et c'est pour ça que le caviste, lui, connaît ses références, connaît un peu tout ce qu'il a en main et peut beaucoup plus vous aider. Et l'achat en ligne, comme tu en parlais, je l'ai déjà fait aussi. Et je suis assez surpris. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui achetaient du vin en ligne. C'est assez fou. Même si je l'ai déjà fait, ça m'étonne quand même. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais parler, c'est le terme de prix. C'est on consomme moins mais mieux, on va dire, quand on est jeune. C'est-à-dire qu'on est plus capable quand même de mettre un plus gros billet sur une bouteille, souvent à cause du design ou souvent à cause de l'étiquette qui est un peu plus jolie que celle d'à côté. Mais on est capable de mettre un peu plus cher pour une bouteille plutôt que de mettre l'argent dans un carton, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui se fait moins. Quand je travaillais avant dans un domaine, on recevait énormément de clients de tout âge, y compris des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des néophytes, des gens qui connaissent bien la maison depuis des générations, où c'est papy il a acheté du vin là, papa il a acheté du vin là, donc moi j'achète du vin là. Et quand il y a une augmentation de 10 centimes par bouteille, c'est un gros choc pour les clients qui sont habitués. Tandis que un jeune qui venait et pour la première fois chez toi, que la bouteille elle est pris 3 euros de l'année dernière à aujourd'hui, il n'a pas vraiment fait attention. Il préfère presque acheter plus cher cette bouteille-là parce qu'il l'a vraiment aimée, quoi. Et il y a une consommation qui est vachement différente par rapport au prix, pour moi, qui change de temps en temps. Et après, dans les différents canaux, il faut essayer de se rapprocher des vignerons. C'est de plus en plus les vignerons et vigneronnes d'ailleurs ouvrent leurs portes et de rendre accessible leur cave, leur domaine, pour essayer déjà essayer de vendre du vin, parce que c'est quand même un intérêt pour eux aussi de le faire, mais surtout pour rendre notre métier beaucoup plus ouvert. On a tous l'impression qu'aller chez les vignerons, on va tomber sur le mec avec son fusil, sa salopette et son gros nez rouge qui a un coup dans le nez et qui va nous chasser, alors qu'en fait pas du tout. La plupart des gens ont le cœur sur la main. Et rassurez-vous, peut-être que c'est même ce genre de personne qui va vous accueillir. Ce sera la meilleure personne que vous allez rencontrer de votre vie. Et il va vous faire vivre un moment exceptionnel qui va vous marquer. Et il ne faut pas oublier que le vin, c'est un partage avec quiconque, mais c'est aussi des souvenirs qu'on retient. Et c'est des souvenirs qu'on va se créer justement en allant chez les vignerons. Voilà, si vous avez les moyens de vous véhiculer, il faut essayer de se déplacer une fois ou deux avec des amis, sa famille. Voilà, aller visiter et se rendre compte sur le terrain de ce que c'est le métier de vigneron. Et surtout, vous repartez avec des bouteilles et vous n'avez pas acheté qu'une bouteille, vous avez acheté la tête du vigneron,
vous avez acheté le chien qui était là, vous avez acheté le temps qu'il faisait. Et c'est ça aussi le meilleur moyen d'aimer le vin aussi. Merci beaucoup, Émile, pour cet éclairage et le partage de vos retours d'expérience tout au long de cet épisode. Je vous remercie également, Alexis, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir élargi nos perspectives concernant le vin et les jeunes consommateurs. Je me tourne à présent vers vous, chers auditeurs et auditrices. J'espère que ce nouvel épisode de l'Heure de Loire vous a plu, qui vous a permis de faire le pont entre vos propres enjeux et ceux des jeunes générations. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute favorite. Et puis pour ne rien rater du prochain épisode, abonnez-vous ici ou rejoignez la communauté des Vins de Loire sur les réseaux sociaux.